Nouveau-Mexique, 4 juillet 1947. Pendant que l'Amérique fête son indépendance, quelque chose tombe du ciel dans le désert. William McBrazel, éleveur, part inspecter son bétail comme chaque matin. Ce qu'il va trouver ce jour-là va changer l'histoire. Des débris, éparpillés sur plus d'1 kilomètre de long, d'une apparence totalement inconnue. Ni métal ordinaire, ni plastique, ni bois, quelque chose d'autre. Brazel ramasse des morceaux. Ils sont légers comme une plume, mais impossibles à déformer. Un matériau qu'il n'a jamais vu en 30 ans de vie dans le désert. Le lendemain, il se rend au bureau du shérif de Roswell. George Wilcox écoute son récit, puis appelle immédiatement la base militaire. La base de Roswell n'est pas une base ordinaire. En 1947, c'est la seule base au monde équipée du 509e groupe de bombardement, le groupe qui a largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. C'est la base militaire la plus secrète et la plus puissante des États-Unis. Et c'est précisément ici que va se jouer l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire. Le major Jesse Marcel est envoyé sur le ranch de Brazel. C'est l'officier de renseignement de la base, un homme précis, rigoureux, habitué à évaluer des informations sensibles. Ce que Marcel voit sur place le laisse sans explication. Il récupère des échantillons, les charge dans sa voiture et rentre à la base. En passant chez lui, il réveille sa femme et son fils pour leur montrer. Des années plus tard, son fils Jesse Marcel Jr., médecin militaire, témoignera sous serment. Il a tenu ces débris dans ses mains à l'âge de 11 ans. Il n'était comme rien de ce qu'il connaissait. 8 juillet 1947. Le lieutenant Walter Haut, officier de presse de la base, publie un communiqué officiel. Titre: La base de Roswell récupère une soucoupe volante. La nouvelle explose dans le monde entier. Les journaux du monde entier reprennent l'information. Pour la première et unique fois de l'histoire, l'armée américaine reconnaît officiellement avoir récupéré une soucoupe volante. Mais quelques heures plus tard seulement, tout change. Un nouveau communiqué est publié. Il ne s'agit pas d'une soucoupe volante. C'était un ballon météorologique. Erreur de l'officier Marcel. Circulé. Le général Roger Ramey convoque une conférence de presse à Fort Worth, Texas. Devant les caméras, il brandit des débris de ballons-sondes et déclare l'affaire close. Aucun journaliste ne pose de questions. Des décennies plus tard, des analystes font agrandir une photo de cette conférence de presse. Dans la main du général Ramey, un document. Des chercheurs ont tenté de déchiffrer le texte. Certains mots semblent lisibles. Ils évoquent des victimes et un disque. Tout s'arrête pendant 30 ans. Puis, en 1978, Jesse Marcel brise le silence. À la retraite, il accorde une interview à l'ufologue Stanton Friedman. Ce qu'il révèle relance toute l'affaire. Marcel est catégorique. Les débris qu'on lui a fait tenir devant les caméras à Fort Worth n'étaient pas ceux qu'il avait récupérés sur le ranch. On avait substitué les vrais débris par des morceaux de ballon ordinaires. Marcel précise: les matériaux originaux avaient des propriétés extraordinaires. Des tiges gravées de symboles hiéroglyphiques. Un métal qui reprenait sa forme après avoir été froissé. Un matériau qui résistait au feu. Ces symboles, décrits par plusieurs témoins indépendants, n'ont jamais été identifiés comme correspondant à aucune écriture terrestre connue. Coïncidence? Contamination des témoignages? Ou réalité? Walter Haut, l'homme qui a rédigé le communiqué de presse original en 1947, a laissé une déclaration scellée à ouvrir après sa mort. Elle a été rendue publique en 2007. Dans cette déclaration, Haut affirme avoir vu personnellement l'objet récupéré. Il décrit un engin de forme ovale d'environ 5 mètres de diamètre et il évoque la présence de corps. Glenn Dennis travaillait pour une entreprise de pompes funèbres sous contrat avec la base de Roswell en 1947. Il reçoit un appel bizarre de la base. On lui demande comment conserver des corps dans des conditions d'urgence. Dennis affirme s'être rendu à la base ce jour-là et avoir aperçu dans un couloir des débris métalliques inhabituels. Une infirmière militaire, qu'il connaissait, lui a fait signe de partir immédiatement avant de le contacter plus tard. Selon Dennis, cette infirmière lui aurait décrit avoir assisté à l'autopsie de 3 corps non humains. Petits, à la peau grisâtre, aux yeux disproportionnés. Elle aurait été mutée immédiatement après et n'a plus jamais été retrouvée. Les enquêteurs ont tenté de retrouver cette infirmière. Aucun dossier correspondant n'a été localisé dans les archives militaires de l'époque, ce qui ne prouve rien, ni dans un sens, ni dans l'autre. En 1994, sous la pression du Congrès,
l'US Air Force publie son premier rapport officiel sur Roswell. Sa conclusion, ce qui s'est écrasé était un ballon du projet Mogul. Le projet Mogul était réel. C'est un programme top secret de ballons-sondes à haute altitude destiné à détecter les tests nucléaires soviétiques, classifiés à l'époque. Selon l'armée, le vol Mogul numéro 4, lancé le 4 juin 1947, aurait dérivé vers le ranch de Brazel. C'est pour cette raison que les militaires auraient réagi si rapidement et si discrètement. Mais des chercheurs indépendants soulevant des problèmes. Le vol Mogul 4 aurait-il pu produire des débris sur plus d'1 kilomètre de long? Les matériaux décrits par les témoins correspondent-ils à ceux d'un ballon-sonde? Les incohérences s'accumulent. En 1995, le bureau d'audit du gouvernement américain, le GAO, publie ses propres conclusions après une investigation indépendante. Ce qu'il découvre est troublant. Le GAO constate que tous les documents administratifs de la base de Roswell, couvrant la période de 1945 à 1949, ont été détruits. Tous les messages radio envoyés entre octobre 1946 et février 1949, détruits. Le GAO précise que ces destructions couvrent une période bien plus large que l'incident de Roswell et que l'incident ne peut donc pas être invoqué comme raison de ces destructions. Alors pourquoi? Le congressman Steve Schiff, qui avait demandé cette investigation au GAO, admet que les archives n'ont pas disparu à cause de Roswell, ce qui signifie que leur destruction répond à une autre logique, une logique que personne n'a expliquée. En 1997, l'armée publie un deuxième rapport pour répondre aux questions sur les corps. Explication. Des mannequins utilisés lors d'expériences de parachutage auraient été confondus avec des extraterrestres. Problème majeur, ces mannequins n'ont été utilisés qu'à partir de 1953, soit 6 ans après les événements de Roswell. Comment des témoins de 1947 ont-ils pu confondre quelque chose qui n'existait pas encore? Roswell n'est pas seul dans cette histoire. À moins de 200 km se trouve White Sands, le site de test de missiles balistiques américains. Et à 300 km, Los Alamos, le laboratoire où a été conçue la bombe atomique. En 1947, cette région du Nouveau-Mexique est l'endroit le plus militarisé et le plus secret des États-Unis. Des dizaines de programmes classifiés y fonctionnent simultanément. Ce contexte est essentiel pour comprendre la réaction de l'armée. Des chercheurs ont noté que dans les semaines précédant l'incident, plusieurs stations radars militaires de la région avaient détecté des objets volants non identifiés à des altitudes et des vitesses inhabituelles. Ces données radars sont classifiées. Les débris de Roswell ont été transportés à Fort Worth, Texas, puis selon plusieurs témoignages, à la base de Wright-Patterson en Ohio. C'est là, selon de nombreux lanceurs d'alerte, que tout aurait été stocké. Le fameux hangar 18 de Wright-Patterson est entré dans la légende. Plusieurs officiers militaires, dont le sénateur Barry Goldwater, ont affirmé avoir demandé à y accéder et s'être vus opposer un refus catégorique, même au niveau sénatorial. Dans une lettre authentifiée datant de 1975, le sénateur Goldwater écrit avoir demandé au général Curtis LeMay l'accès à une zone particulière de Wright-Patterson. La réponse de LeMay : « Foutez le camp. Ne me reposez jamais cette question. » L'astronaute Edgar Mitchell, qui a grandi à Roswell, a déclaré publiquement à plusieurs reprises « L'ère moderne des ovnis a commencé avec un incident de 1947 où un appareil accidenté contenant des extraterrestres a été découvert près de Roswell. » Mitchell n'est pas un marginal. Il est le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Docteur en aéronautique du MIT, fondateur de l'Institute of Noetic Sciences. Ce que dit un tel homme ne peut pas être ignoré facilement. Plus de 600 témoins ont été interrogés au fil des décennies par des chercheurs indépendants. Soldats, infirmières, agriculteurs, téléphonistes, pilotes. Leurs récits, recueillis séparément, présentent des cohérences troublantes. En 1980, Moore et Berlitz publient The Roswell Incident. Pour la première fois, des témoignages collectés systématiquement révèlent l'ampleur de ce qui a été dissimulé. Le livre devient un best-seller mondial. L'un des éléments les plus perturbants des témoignages concerne les matériaux eux-mêmes. Plusieurs témoins indépendants décrivent les mêmes propriétés étranges, sans jamais s'être concertés. Une feuille métallique extrêmement fine, qu'on froisse complètement, et qui reprend immédiatement sa forme parfaite.
sans mémoire de la déformation. En 1947, aucun alliage connu ne possédait cette propriété. Ces matériaux auraient également résisté au chalumeau. Ni brûlure, ni déformation à des températures auxquelles tous les métaux connus fondent ou se déforment. Les tiges gravées de symboles ont été décrites par plusieurs témoins comme ressemblant à des hiéroglyphes, mais différents de tout système d'écriture connu. Certains ont parlé de motifs géométriques répétitifs d'une précision mathématique. Point important, les alliages à mémoire de forme ont été développés dans les années 1960. Le nitinol, le plus connu, a été découvert en 1963, 16 ans après Roswell. Certains chercheurs posent la question, y a-t-il un lien? Ce qui distingue Roswell de nombreuses autres affaires d'OVNI, c'est la documentation systématique des intimidations. Des dizaines de témoins affirment avoir été menacés pour garder le silence. Mac Brazel lui-même a été retenu à la base militaire pendant plusieurs jours. À sa sortie, ses voisins témoignent qu'il était différent, silencieux, refusant de parler de ce qu'il avait trouvé. Sa fille, Bessie Brazel Schreiber, a confirmé que son père avait reçu un nouveau camion peu après les événements et qu'il n'a plus jamais évoqué l'incident jusqu'à sa mort. Lydia Sleppy, téléphoniste à la station de radio KOAT d'Albuquerque, tente de transmettre la nouvelle du crash par télétype. Sa machine s'arrête soudainement. Un message s'affiche. Arrêtez de transmettre. Alerte FBI. Lydia Sleppy a répété ce témoignage sous serment à plusieurs reprises. Le FBI interceptait les transmissions de presse en 1947. Ce n'est pas une théorie, c'est une capacité technique documentée de l'époque. Plusieurs témoins locaux décrivent des soldats armés qui ont bouclé la zone du ranch et des environs pendant plusieurs jours. Des camions militaires ont transporté des débris et des caisses scellées vers la base. Plusieurs membres du personnel médical de la base ont été mutés précipitamment dans les jours suivants. Certains n'ont plus donné signe de vie à leurs collègues. Ce pattern de mutation soudaine est documenté dans plusieurs témoignages. Ce qui est vérifiable, la base de Roswell a connu un nombre inhabituellement élevé de mutations de personnel au cours de l'été 1947. Les registres de la base le confirment partiellement. Des chercheurs ont collecté des témoignages d'anciens soldats qui affirment avoir reçu des appels téléphoniques anonymes les avertissant de ne pas parler, même des décennies après les faits. Ce qui frappe dans ces témoignages, beaucoup d'entre eux ont été donnés sur le lit de mort. Des hommes et des femmes qui avaient gardé le silence toute leur vie et qui, face à leur faim, ont décidé de parler. Dans les années 1990, la pression devient telle que le Congrès américain intervient. Le congressman Steve Schiff du Nouveau-Mexique demande officiellement au Pentagone des explications. La réponse du Pentagone, être renvoyé d'agence en agence pendant des mois. Personne ne répond. Schiff qualifie ce traitement de « bras d'honneur bureaucratique ». C'est pourquoi Schiff saisit le GAO en 1994, l'organisme d'audit indépendant du Congrès, pour obtenir ce que le Pentagone refuse de donner. Le GAO passe au crible les fichiers du Pentagone, du FBI, de la CIA, du Conseil de sécurité nationale. Son rapport de 1995 conclut que des archives ont bel et bien été détruites en violation des procédures légales de conservation. Le GAO retrouve tout de même 2 documents de 1947 qui mentionnent l'incident. Un rapport de la base de Roswell évoquant la récupération d'un disque volant et un téléx du FBI datant du 8 juillet 1947. Ce téléx du FBI, aujourd'hui déclassifié et disponible sur le site du FBI, indique que l'armée a récupéré un disque à Roswell et que cet objet ressemblait à un ballon météorologique avec réflecteur radar. Des analystes notent que le téléx décrit d'abord un disque avant de le comparer à un ballon. Cette formulation suggère-t-elle une hésitation, une correction, ou simplement la confusion de l'époque? Ce qui est établi, des documents qui auraient dû exister ne peuvent pas être retrouvés. Légalement, leur destruction constitue une violation des règles fédérales de conservation des archives. Personne n'a jamais été tenu responsable. En 1997, lors du 50e anniversaire de Roswell, le Congrès organise une audition publique. Des témoins comparaissent, des documents sont présentés, et l'armée publie son 2e rapport, celui des mannequins. La réaction du public et des médias est cinglante. L'explication des mannequins, utilisée 6 ans après les faits, est perçue comme un aveu d'échec de la communication officielle plutôt que comme une clarification.
Des scientifiques ont tenté d'analyser les quelques échantillons qui auraient circulé dans les années suivant l'incident. Les résultats sont fragmentaires et controversés. Des chercheurs comme Nick Redfern ont documenté des cas de fragments métalliques présentant des compositions isotopiques inhabituelles, non toxiques, mais avec des rapports isotopiques différents de ceux que la nature produit normalement sur Terre. Des rapports isotopiques anormaux pourraient indiquer une origine artificielle, une production en laboratoire ou une origine extraterrestre. Mais sans accès aux matériaux originaux, aucune conclusion définitive n'est possible. La NASA a établi des protocoles rigoureux pour identifier les matériaux d'origine extraterrestre depuis les missions Apollo. Ces protocoles n'ont jamais été appliqués aux matériaux de Roswell, parce qu'ils n'ont jamais été rendus accessibles. Le professeur Avi Loeb de Harvard, directeur du Galileo Project, insiste. La seule façon de trancher ces questions est d'appliquer la méthode scientifique rigoureuse à des matériaux authentiques, ce qui n'a jamais pu être fait pour Roswell. Aujourd'hui, Roswell est devenue une ville icône. Chaque année, des dizaines de milliers de touristes visitent la ville. Le Musée international des ovnis et de la science reçoit plus de 100 000 visiteurs annuels. En 1997, un sondage CNN révèle que 80% des Américains croient que le gouvernement cache des informations sur les ovnis. Après Roswell, la méfiance envers les institutions a durablement augmenté. La série X-Files, lancée en 1994, cristallise cette méfiance dans la culture populaire. Son slogan « La vérité est là-haut » est directement inspiré de l'affaire Roswell. Des millions de spectateurs découvrent l'histoire à travers la fiction. Des centaines de livres, de documentaires, de films ont traité de Roswell. C'est l'affaire extraterrestre la plus documentée de l'histoire humaine. Et pourtant, la vérité officielle reste contestée. En 2023, lors des auditions historiques du Congrès américain sur les UAP, David Grush a mentionné explicitement l'existence de programmes de récupération d'engins non humains actifs depuis des décennies. Roswell a-t-il été le point de départ ? Nous sommes en juillet 1947. Les débris ont été emportés. Les témoins ont été mis au silence. Les archives ont été détruites. Mais quelque chose a échappé au contrôle de l'armée. Des dizaines de personnes ont parlé à leur famille. Des fragments ont peut-être circulé. Des témoignages ont été préservés en secret pendant des décennies. La vérité avait trop de gardiens pour être entièrement étouffée. Ce que peu de gens savent, des témoins affirment l'existence d'un second site de crash, à plusieurs kilomètres du ranch de Brazel. Un site où des corps auraient été découverts. Un site dont aucun document officiel ne reconnaît l'existence. Les soldats Bentic et Benjamin, identifiés sous des pseudonymes par des chercheurs, auraient participé à la récupération sur ce second site. Ils décrivent des corps de petite taille, à la peau grisâtre, dont l'un était encore vivant. L'existence d'un survivant, un être non humain, vivant, récupéré dans le désert du Nouveau-Mexique et transporté vers une installation secrète, est l'une des affirmations les plus extraordinaires de toute cette affaire. Certains chercheurs affirment que ce survivant aurait été maintenu en vie pendant plusieurs années dans une installation secrète, qu'il aurait communiqué avec des scientifiques américains. Ces affirmations n'ont aucune confirmation documentaire. Mais ce qui est documenté, le programme de rétro-ingénierie technologique, l'idée que des technologies récupérées à Roswell auraient été analysées par des équipes scientifiques secrètes pour en comprendre et reproduire les principes. Le transistor a été inventé en décembre 1947, 5 mois après Roswell. La fibre optique, les circuits intégrés, les matériaux à mémoire de forme, tous développés dans les décennies suivantes. Simple coïncidence ou accélération technologique inexpliquée. Les historiens de la technologie ont des explications claires pour l'invention du transistor, le fruit d'années de recherche en mécanique quantique. Mais la question de l'accélération technologique de l'après-guerre est légitime et débattue. Ce que Roswell a déclenché va bien au-delà du Nouveau-Mexique et de l'été 1947. L'incident a mis en marche une machine de secret, de surveillance et de déni qui fonctionne encore aujourd'hui. Des bases comme Wright-Patterson, Area 51, Fort Detrick, toutes sont évoquées dans les témoignages de lanceurs d'alerte des décennies suivantes comme liées à des programmes issus de Roswell. En mai 2026, de nouveaux documents ont été déclassifiés par les autorités américaines dans le cadre des obligations légales issues des lois UAP de 2022 et 2024.
Aucun ne mentionne explicitement Roswell. Mais leur publication relance le débat. Des chercheurs continuent d'éplucher ces nouvelles déclassifications. La géographie des documents, désert américain, base militaire, objets lumineux, est exactement celle de 1947, comme si le cercle se refermait. De 1947 à aujourd'hui, Roswell n'a jamais vraiment disparu. L'affaire resurface régulièrement, à chaque nouvelle déclassification, à chaque audition au Congrès, à chaque lanceur d'alerte qui décide de parler. Des dizaines de vétérans liés à la base de Roswell ou aux bases impliquées dans le transfert des matériaux ont témoigné, souvent sur leur lit de mort, d'avoir vu ou manipulé quelque chose d'inexplicable. Dans le désert du Nouveau-Mexique, la nuit est immense. Les étoiles sont proches. Et la question posée en juillet 1947 reste sans réponse officielle définitive. Qu'est-ce qui s'est vraiment écrasé ici? L'acte 2 va nous emmener plus loin, plus profond, dans les coulisses du secret américain, dans les programmes qui ont suivi Roswell et dans les connexions avec les révélations les plus récentes du Congrès américain. Si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous cherchez la vérité. Abonnez-vous à Révélations extraterrestres et activez la cloche. Chaque semaine, un nouveau dossier sourcé et documenté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que Roswell est une légende. Les faits sont là. Les documents existent. Il suffit de les regarder. Dans l'acte 2, ce que les insiders du gouvernement américain ont révélé sur ce qui s'est passé après le crash. Les programmes secrets, les technologies récupérées. Et la question qui change tout, sommes-nous les seuls à savoir ?